Je suis Stéphane, j'ai fondé le site internet lefiltre.fr et aujourd'hui j'ai l'honneur d'animer cette grande conférence donc, sur les enjeux du goût et de la durabilité pour le café de spécialité. Et ensemble, on va vous parler de l'intérêt de chacun de consommer un café qui est à la fois bon dans les tasses et aussi bon pour la planète. Je pense que pour parler du sujet, on a un très beau plateau aujourd'hui avec David des Cafés Proca et président du collectif Café ici présent. Deux meilleurs ouvriers de France en torréfaction, les personnes de Daniela Capuano et Vincent Ballot. Deux torréfacteurs, fondateurs de l'Arbre à Café, Hippolyte Courty et Christophe Servel, fondateurs de Terre de Café. Et enfin Alexandre Bélanger, président de Belco, sourceur de café vert. Ensemble, donc, on va vous parler du café de spécialité, cette filière qui est aussi bonne pour nos papilles que pour la planète. Et pour commencer en fait, à vous parler de ce sujet, moi j'aimerais que l'on parle ensemble, et je pense à toi David, que tu nous expliques quel est justement le goût du café de spécialité et quel est l'intérêt du café de spécialité pour le goût. Alors, il y a beaucoup de spécialistes autour de moi sur le goût et sur le café. Mais moi, je vais surtout, Stéphane, te parler de ma vision du café de qualité. Voilà. Aujourd'hui, comment parler de ce café de qualité? Moi, j'ai un souvenir d'enfance où, quand on parlait de café chez moi en famille, on parlait à l'époque d'un café avec un paquet rouge. Voilà, on voyait dans le temps trois univers, le rouge, le bleu, le noir, pour l'arabica. Et on venait adoucir un peu ça avec de la chicorée. Et c'était une transmission familiale. C'est-à-dire que cette culture du café que l'on avait, c'était surtout une culture familiale et des habitudes de consommation qui étaient ancrées depuis une quarantaine d'années. Moi, j'ai un atelier de torréfaction parce que je ne suis pas moi-même torréfacteur. C'est Ludovic, mon torréfacteur, qui m'accompagne depuis 10 ans, même si je m'intéresse énormément aux produits. Mais je me suis rendu compte, surtout, je vais te parler de mon expérience d'une relation client. C'est bien ça. Voilà, c'est-à-dire que régulièrement, moi, je vais en boutique parce que je ne veux pas du tout rendre... et ça c'est mon avis, le café de qualité comme un produit élitisme. Je veux dire, il faut qu'il soit accessible. Généralement, quand je vais en boutique, régulièrement, le samedi par exemple, je passe du temps avec mes clients. Et en fait, je me rends compte qu'on est dans une filière et avec un produit qui est un produit agricole, et on arrive à faire rêver les gens, mais déjà en leur expliquant, en faisant énormément de pédagogie sur le mode de culture, sur les process, sur la torréfaction, sur l'extraction, même sur la conservation et des extractions à froid, extractions à chaud. Donc déjà, sur ce point de vue-là, on arrive déjà à les faire rêver. Et après, quand on rentre en intrinsèque au niveau du produit, et là on voit leurs yeux qui s'écarquillent. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, je vois le café de qualité, dit le café de spécialité, qui était un peu le code international, c'est d'amener le consommateur à lui expliquer, à discuter avec lui, lui faire de la pédagogie, tout simplement, organiser énormément d'ateliers. Voilà, et c'est comme ça que, pour moi, on arrivera et qu'on arrive d'ailleurs, parce que le marché de qualité, même si on n'est pas encore dans des taux de consommation comme on l'aimerait, comme dans d'autres pays, on voit très très bien qu'il se développe très très bien. Et voilà. Donc pour moi, ça passe par une information vis-à-vis du consommateur. Et pour revenir sur cette information du consommateur, il faut du coup le définir, le café de spécialité. Et là, je me tourne vers toi, Vincent, en tant que président de la Specialty Coffee Association, qui justement expliquait qu'est-ce qui différencie ou qu'est-ce qui définit un café de spécialité par rapport à un café qu'on peut trouver dans le commerce. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais dire combien il était important et le plaisir qu'on avait, nous, à la SCA, au bord de la SCA, d'être avec le collectif Café aujourd'hui, organisateur de cet événement. On vient d'échanger quelques mots avec David et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui était prévu il y a quelques années est aujourd'hui réalité. On va inscrire dans le long terme ce partenariat et c'est important qu'on soit aujourd'hui, au niveau de la SCA, présent au collectif Café, à ce salon qui est l'événement
majeurs du café en France, comme partenaires sur deux piliers de la SCA qui sont l'éducation et l'organisation du championnat tel qu'ils sont faits aujourd'hui. Les cafés de spécialité, et c'est vrai que c'est assez dingue d'aujourd'hui, on entend parler plus que de ça au salon du collectif café, et c'est bon signe pour l'élévation du niveau et de la qualité des produits pour nos producteurs et nos consommateurs, est quelque chose qui a été défini dans les années 2000, on va dire à peu près, sur 4 piliers principaux. Celui de cultiver, de récolter à la main, de récolter à maturité, sur une échelle, je ne vous le refais pas, de 0 à 100, des cafés de notation supérieure à 80, mais surtout, quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on essaye effectivement de rémunérer tous ensemble ici, tous les acteurs de la filière, le producteur au juste travail qu'il a réalisé. Si on veut que ça fonctionne, c'est le pilier principal que l'on doit mettre en place pour que ce soit durable. Parce qu'on est dans le thème de la durabilité. La première des durabilités, c'est de donner un avenir aux pays producteurs, aux producteurs eux-mêmes, à leurs familles, à leurs enfants, pour leur dire vous pourrez un jour continuer à vendre du café en essayant, autant que faire se peut, de s'affranchir de ces aléas spéculatifs parfois, climatiques, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, faire en sorte que demain, ces gens-là aient un avenir. Parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière le café, il y a d'abord des producteurs, c'est eux qui font le produit. Et nous sommes, nous, torréfacteurs, que des intervenants sur entre 8 et 12 minutes de la vie du produit. Même si on est capable de saloper un bon café, on ne fera jamais un bon café que si le producteur au départ fait un travail excellent. Et c'est en cela que les cafés de spécialité peuvent aider au départ à améliorer la production, à travailler avec eux sur les sols, sur la botanique, avec la WRC, la World Coffee Research, peuvent travailler sur les méthodes de fermentation, travailler sur les sélections aussi qui sont faites sur les différents produits, sur les différentes variétés botaniques. Et c'est par cette chaîne complète, cette filière complète, que l'on arrivera effectivement à élever le niveau et à rendre durable le café de spécialité. Alors je sais que la durabilité est un gros sujet, c'est même le sujet de cette conférence aujourd'hui, et on ne peut pas parler de durabilité sans parler de l'origine. Et je voudrais savoir, et là je me tourne vers les torréfacteurs, Christophe, Hippolyte, quelle est l'importance en fait de l'origine pour vos entreprises? J'y vais. Bonjour, déjà je suis très content d'être là avec vous. Comme l'expliquait Vincent, la durabilité c'est quelque chose de complexe. C'est pas être bio, pas bio, équitable, c'est pas ça du tout. C'est un ensemble de critères économiques, environnementaux, sociaux. Il n'y a aucun label ne couvre cet ensemble-là. Et donc le meilleur moyen de savoir ce qu'on achète et ce qu'on vend, effectivement, c'est d'être à l'origine et de travailler sur le long terme avec des producteurs. En ce qui nous concerne chez Terre de Café, plutôt des fermes. Parce qu'il y a une plus grande transparence lorsqu'on travaille avec une ferme, qui est en général le projet d'un homme ou d'une femme ou d'une famille. Et c'est beaucoup plus facile pour le sourceur, le torréfacteur, l'acheteur, peu importe, de comprendre quelle est la stratégie de durabilité. Puisque ce qu'il faut bien comprendre dans la durabilité, c'est qu'il n'y a pas... c'est complexe, il y a 3 piliers dont on a parlé. Mais surtout, c'est différent. On ne fait pas la durabilité de la même manière au Costa Rica qu'en Éthiopie sous forêt. Ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et le seul moyen de le comprendre, c'est de discuter, de passer du temps et de travailler avec le patron ou la patronne de la ferme, si je puis dire, et pour comprendre sa stratégie de durabilité. Durabilité, ça couvre l'eau, les arbres, les gens, et il y a plusieurs moyens d'y arriver. Alors, en Éthiopie, par exemple, on fait du café sous forêt, donc il faut entretenir ça, amplifier ça, mais il n'y a pas grand-chose à faire, si je puis dire, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Mais par exemple, quand on fait du café au Costa Rica et qu'il n'y a pas un arbre et qu'on a envie d'aller vers la durabilité, c'est une autre stratégie. C'est-à-dire que la durabilité, ça peut aussi s'acquérir. Et le rôle notre rôle... des torréfacteurs, des sourceurs, des importateurs sourceurs comme Alexandre à côté de moi, c'est justement de bien comprendre ça et de soutenir ceux qui veulent passer en transition et les aider à faire une transition écologique, comme on dit. Voilà. C'est bon ?
Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Ravi de faire partie de ce panel de haut niveau, de gens admirables. Moi, je vais reprendre pour parler de la durabilité, je vais rebondir sur la première question. Qu'est-ce qu'un bon café ou qu'est-ce que le goût du café ou le goût d'un bon café? À l'Arbre à Café, on a toujours pensé, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, qu'un bon café, c'est une émotion et c'est un partage. Donc une émotion à partager, évidemment, et que cette émotion, en fait, elle revient et elle est attachée à une idée de connexion globale qui fait justement le goût du café. Et cette connexion, elle prend ses racines non pas simplement dans la variété, non pas simplement dans le producteur, mais dans le sol. Et cette durabilité, justement, nous, on la commence dans le sol. Et il y a de nombreux labels qui permettent d'avancer, de certifier, justement, des durabilités. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, la démarche que l'on a sur la durabilité, c'est effectivement d'épouser, de multiplier pour les croiser justement les labels, les certifications et d'objectiver la durabilité. Parce qu'effectivement, il y a 26 millions de producteurs dans le monde, je crois, et les 26 millions de producteurs ont tous un contexte différent, tous un rapport ou un principe de réalité qui diffère évidemment. Mais ils font tous du café. Ce sont tous des agriculteurs. Ils exportent tous leur café. Donc il y a des points communs. Et quand on reprend justement les mesures de durabilité, qu'elles soient sociales, effectivement sur le prix, sur la répartition, etc., de la valeur, j'entends, sur l'environnement, eh bien effectivement on peut aller vers des critères qui sont mesurés, qui sont mesurables et qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc on a un point en fait de départ à partir duquel on va pouvoir discuter. Et à partir du moment où on objective, on va voir qu'effectivement, le problème fondamental du café, c'est peut-être plus tout à fait l'eau. C'est peut-être plus, par exemple, j'entends des bonnes idées sur on va faire que du café naturel parce qu'on consomme moins d'eau. Oui, peut-être. Mais est-ce vraiment la priorité pour la planète? Est-ce vraiment la priorité pour la valorisation du café, pour la durabilité justement des producteurs? Parce que les producteurs, comme vous et moi, eh bien, ils sont en train de se cogner ce qu'on se cogne aujourd'hui, c'est-à-dire des pluies diluviennes après une grande sécheresse. Voilà. Sauf qu'ils sont agriculteurs comme les arboriculteurs du sud de la France l'année dernière, cette année, etc. Donc cette durabilité, elle commence justement par l'agriculture, deuxième facteur d'émission dans la chaîne de valeur du café. Okay, et on en reparlera, je pense, en termes de transport, etc., etc. Mais la priorité pour nous, elle est là. J'aimerais du coup savoir, moi, ce qui est fait pour ces producteurs en fait, et leurs différentes situations, pour justement les accompagner. Christophe parlait de transition écologique, dans cette transition justement, pour qu'ils puissent continuer à produire des cafés de spécialité. Le meilleur moyen de les soutenir, c'est d'acheter du café à un prix valorisé. La durabilité, elle a un coût. Ça coûte plus cher d'être durable si on respecte tous ces fameux piliers que de ne pas l'être. Et donc, il faut financer cette durabilité. Et cette durabilité, elle se finance par des prix d'achat élevés qui vont récompenser la qualité. Donc, il faut acheter le café et puis il faut s'engager sur du long terme. C'est ça aussi une des clés. C'est ça, c'est de pas... on connaît des torréfacteurs, cette année ils vont en Éthiopie, ils font les 10 plus belles coopératives et ils choisissent les 10 meilleurs cafés. Je pense que ça, c'est pas durable comme comportement d'achat. Il faut s'engager sur du long terme, faire des projets, essayer une nouvelle variété, essayer une nouvelle technique, sans dire aux agriculteurs ce qu'ils ont à faire, parce que moi, c'est pas mon métier. Il n'y a pas good practice, bad practice. Encore une fois, il y a les bonnes pratiques sur un cas concret. Cette ferme-là, c'est pas pareil. Si on est à 2000, à 1005, s'il y a des arbres, s'il n'y a pas d'arbres, s'il pleut pas, s'il faut irriguer, etc. etc. Mais le meilleur moyen d'accompagner les agriculteurs, c'est d'acheter du café à un prix qui leur permet de marger. Et cette marge va financer le social, la qualité, etc. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut être capable de le vendre, de valoriser le travail du producteur, de valoriser le travail du torréfacteur aussi, de valoriser, d'expliquer ce dont on parle là, la durabilité, aux clients pour que le consommateur comprenne
quitte à boire un peu moins de café, qu'il faut mettre le prix dans un paquet de café, qu'un paquet de café à 5, 6, même 7 euros, même 8 euros en réalité, ne couvre pas ce coût, cet investissement lié à la durabilité pour un agriculteur. Et je crois, pardon, Daniela, parce que là on parlait du prix et du coût du café et du prix que nous devons payer un café, donc ce qui nous concerne plutôt nous. Je crois, Daniela, que tu voulais toi intervenir aussi sur l'accompagnement qui pouvait être réalisé ou visible dans les pays d'origine, justement. Alors, je voulais parler surtout du Brésil, qui est un peu les thèmes aussi, et qui est un pays très très connu par son volume de production, par sa capacité de produire du café pas cher. Quand on parle de production brésilienne, on ne parle jamais de production durable, malheureusement. Mais il y a certaines données que c'est important de mettre en lumière, c'est que 80% des producteurs brésiliens sont des petits producteurs avec moins de 20 hectares. Et ça en soi, déjà, c'est une donnée qui est assez durable parce que ce sont des petits producteurs qui habitent leurs fermes, qui ont un impact beaucoup plus bas sur la partie environnementale. Après, on a quand même beaucoup de fermes industrielles, on dit, qui produisent des grandes quantités. Et moi, je trouve qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'on paye les prix du café pareil par rapport à une qualité pour ces deux producteurs-là, les industriels et les petits. Et ils n'ont pas du tout les mêmes coûts de production. Et ça, vis-à-vis de la durabilité économique, c'est pas durable. Et aussi, je voulais dire qu'au Brésil, on a quand même une politique de préservation des fermes et des parties des fermes qui est assez rigide. Et c'est pareil, elle est la même pour les grands et pour les petits. Donc ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, il faudrait revoir. Que les petits producteurs, ils doivent mettre 20% de leur propriété en réserve et aussi quelqu'un qui a 14 000 hectares. C'est pas du tout pareil. L'impact sur sa production à lui, c'est pas du tout la même. Mais ça, c'est quelque chose qui existe et c'est très, très rigide. Et puis aussi, les lois des travail au Brésil qui sont, j'ai envie de dire, presque comme en France. Donc, quand on a des travailleurs dans les fermes, il y a un coût qui est important. Et c'est pour ça qu'on a si bien développé les côtés mécanisation, les côtés efficacité de production. Il y a Marcos de ces cafés là tout à l'heure qui disait qu'on a gagné en productivité 416%. On a augmenté la productivité, c'est avec ces technologies-là. Et depuis les années 60, on a diminué les espaces plantés de café. Donc on a moins de plantations et beaucoup plus de production. Et ça permet aussi d'avoir plus d'espaces préservés. Donc je pense que comme tout le monde a dit aussi ici, la façon de supporter ces changements, c'est en ayant conscience de ces différences et en prenant en compte au moment de l'achat, bien sûr. Et aussi, très honnêtement, je pense que tant que l'industrie du café n'a pas un intérêt réel à payer pour la durabilité, on ne va pas changer des choses à un grand volume. On change à notre échelle, mais pour faire un énorme changement, il faut que les gros acheteurs demandent aussi, ils ont aussi cette exigence-là. Moi, je voudrais ton avis, Alexandre, pour reprendre sur un des points que soulignait Daniela. C'était de dire qu'on est arrivé à une situation où des industriels achetaient des cafés au même prix que des cafés de spécialité. Et toi qui es à la croisée des chemins entre les pays producteurs et les torréfacteurs, j'aurais aimé savoir comment on est arrivé à cette situation. Alors, comment on est arrivé à quelle situation? La situation au niveau du prix? Exactement, oui. Ok. Juste, je voudrais revenir sur la question que tu avais posée avant, qui était, je voudrais compléter le propos de Daniela sur le sujet de l'accompagnement des producteurs. Je pense qu'avant de se poser la question de savoir comment on les accompagne, il faut déjà les convaincre et les financer. Ça, c'est la base, en fait.
Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la moyenne d'âge des producteurs dans le monde, elle est de plus de 55 ans. Que malgré tous les labels et tout ce qu'on a pu faire ces 30 dernières années, on n'a pas réussi à convaincre les producteurs sur le fait que le café pouvait être un métier épanouissant et sympa pour eux. On ne les a pas rémunérés suffisamment pour les convaincre qu'ils pourraient envoyer leurs enfants à l'université et partir en vacances en étant producteurs de café. Et ça, c'est un sujet principal pour moi. Voilà. Les rémunérer pour globalement les amener à un niveau de vie qui leur permet de faire vivre leur famille, c'est peut-être quelque chose qui a paru comme suffisant ces 10 ou 15 dernières années, mais ça ne sera pas suffisant pour les 20, 30 ou 40 prochaines années. Et il faut qu'on trouve des solutions rapidement à ces problématiques. Voilà. Donc il faut convaincre les producteurs, leur donner envie de faire du café et les financer. Et les financer par le prix d'achat du café, c'est une bonne chose. Et je pense que tous autour de la... Enfin, j'allais dire autour de la table, on n'est pas vraiment autour d'une table, quoique on peut éventuellement se mettre autour de cette petite table. Donc tous sur cette estrade, dirais-je. On a payé des prix convenables, mais il faut qu'on arrive à aller plus loin parce que en fait, la transition, la transformation nécessite quand même des travaux beaucoup plus importants et beaucoup plus d'anticipation que ce qu'on a pu faire et que ce que la valeur ajoutée générée par nos achats permet aux producteurs de faire, en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à transformer l'agriculture, à la rendre plus résiliente face au réchauffement climatique. Je crois que c'est Hippolyte qui parlait tout à l'heure des pluies, des chaleurs excessives. Effectivement, l'agriculture est face à des défis qui sont extrêmement importants. Et il va falloir qu'on arrive à trouver, je vois Laure là juste en face de moi, qui se bat pour préserver les milieux agroforestiers et les forêts. Effectivement, il va falloir qu'on arrive à convaincre les producteurs de mettre en place des milieux agricoles qui permettent d'être plus résilients face au réchauffement climatique, moins émissifs, parce qu'il va falloir aussi qu'on puisse se battre, parce que pouvoir les rémunérer, les producteurs, et pouvoir rémunérer, on parlait donc comment accompagner, comment financer je dirais la durabilité et l'avenir du café. Mais en fait, c'est le consommateur qui a ça entre les mains. Et le consommateur, aujourd'hui, il est nourri, en tout cas, il est plein d'éco-anxiété. Et demain, si jamais on veut lui donner envie d'acheter du café, de rémunérer la transition, la transformation du café, eh ben, il va falloir qu'on arrive à le convaincre, en fait. Je me suis perdu tout seul dans mes... Je crois qu'Hippolyte, tu voulais rebondir justement. Oui, je peux que abonder à ce que disent justement. Merci Hippolyte, c'est sympa. Alexandre et Christophe. Je crois qu'Alexandre aussi, il y a un point qu'il faut partager. Enfin, moi, je voudrais partager 2 points justement sur comment est-ce qu'on accompagne les producteurs. On les accompagne effectivement en achetant le café plus cher que ce qu'il n'était peut-être et ce qu'il commence à être aujourd'hui. Mais il y a un niveau de prix et il y a un niveau de financement. Vous avez tous entendu parler un agriculteur par jour qui se suicide en France et en général il est membre d'une coopérative. Okay, et donc pourquoi est-ce qu'il se suicide? Parce qu'il est complètement endetté, parce que la coopérative qui n'a de coopérative que le nom lui avance de l'argent et en fait c'est des recettes sur la récolte. Et donc, l'une des clés en fait, du financement du café et du niveau de vie, c'est exactement ça. Parce que quand vous êtes au Pérou, pays dans lequel on a une plantation, eh bien, les taux d'intérêt sont à 18%. Donc, il emprunte de l'argent, je ne sais pas, en janvier pour se payer les derniers travaux dans la plantation, pour payer les cueilleurs, et il vend son café en octobre. Et ben, il va pouvoir le vendre quand il veut, mais grosso modo, quand il rembourse
le café, il lui reste absolument plus rien ou un petit peu plus de charge de la dette. Donc ça, c'est le deuxième point, évidemment, et qui fait partie de la mécanique, évidemment, des importateurs d'aide et de soutien, justement, à ce financement. La deuxième chose, c'est par l'accompagnement. Alors, il y a une question de convaincre, etc., mais effectivement, il y a une question de proposition aussi. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et c'est pour ça que des gens aussi formidables que le collectif porté par David font, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux d'alternative, c'est de présenter différentes pistes, différentes possibilités, d'ouvrir les horizons faisables. C'est ce que fait le CIRAD en ce moment, justement. Proposer d'autres agricultures, proposer d'autres niveaux d'organisation, que ce soit des coopératives, des rassemblements de producteurs ou justement des productions familiales, etc. Et donc notre travail, c'est justement de montrer par l'exemple rentable, par l'exemple économiquement soutenable et même amélioratif par rapport à leur situation, que la durabilité et que les voies de la durabilité sont fantastiques. Avec Daniela, on est à l'ambassade du Brésil ce soir et on présente justement un assemblage de 4 producteurs différents, 4 variétés différentes, 4 agricultures différentes, conventionnelles, biologiques, syntropiques et biodynamiques. D'accord ? Parce que c'est ça la réalité en fait du monde aujourd'hui. Et effectivement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et donc on n'attrape pas les enfants des producteurs avec le modèle de leurs parents qui les mène à leur perte tout simplement. Parce que concrètement, quels sont les effets justement des changements climatiques dans les plantations de café? Vous qui êtes tous, je crois, allés à l'origine visiter des plantations, est-ce que vous avez des exemples concrets justement de comment les plantations évoluent face au changement climatique aujourd'hui? Oui, je vais prendre un exemple, le Salvador, par exemple. Il est très compliqué aujourd'hui au Salvador de faire pousser du café sur les plantations de moyenne altitude, c'est-à-dire sur les plantations à 800 et 1200 mètres. C'est-à-dire que pour faire pousser il fait très chaud, il pleut moins ou il pleut trop. On parle de réchauffement climatique, il faut aussi parler en pays producteur de dérèglement climatique, c'est-à-dire que les saisons sont moins marquées. Donc ça dérègle tout. J'étais en Équateur il n'y a pas longtemps et sur un café, il y avait des fleurs, des cerises rouges, des cerises vertes et des cerises rouges-vertes. Le caféier, il ne sait plus où il en est parce qu'il pleut plus, il fait du soleil, etc. Donc au Salvador, pour faire pousser du café en moyenne altitude aujourd'hui, il faut réorganiser toute la ferme. Il faut mettre des arbres, il faut remettre de l'eau, il faut faire revenir la biodiversité, il faut travailler, il faut essayer de développer la polyculture pour avoir d'autres revenus. La polyculture ramène aussi la biodiversité. Donc tout ça, ça a un coût, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mais ce qui change aujourd'hui, la moyenne altitude, c'est un gros fournisseur de café pour le négoce industriel. Aujourd'hui, il n'y a plus de café. On fait des kilomètres, les fermes sont abandonnées, c'est plus exploité. Les gens vendent leurs fermes beaucoup. Donc sur un marché en croissance, on va avoir une baisse drastique de la production due au réchauffement climatique. Donc le Salvador, c'est ça. J'étais au Kenya il n'y a pas longtemps, il pleuvait pas. Et puis quand il pleut, c'est un déluge. Ils sont tous très inquiets. Alors là-bas, ils sont beaucoup moins armés. On revient sur le financement. Le financement là-bas, il n'y a même pas d'accès on peut avoir l'accès à l'argent, effectivement, c'est entre 10 et 20%, donc c'est de l'usure. Mais les petits fermiers n'ont même pas de prêt bancaire et eux, ils vendent leurs récoltes avant aux industriels pour pouvoir bouffer, en fait. Donc si on ne les finance pas, nous, on dit, OK, on achète 50 sacs dans une ferme et à la fin de la saison, il n'y en a plus que 20 parce qu'ils ont dû vendre une partie à bas prix. Et ça, c'est absolument pas durable, ni structurant pour eux, et ni durable pour nous, d'ailleurs. Quand on parle de la durabilité, in fine, elle est pour la fin de la chaîne, c'est le consommateur, c'est le torréfacteur aussi. Donc la durabilité, c'est pas que une utopie, c'est aussi une réalité économique et c'est aussi l'idée de se dire qu'on peut produire bien, mieux et durablement, c'est possible, mais que c'est un enjeu, on est déjà en retard, mais que c'est un enjeu de société, bien sûr, et un enjeu pour les consommateurs et nous, les torréfacteurs. Vincent, tu voulais intervenir, je crois. Oui, pour compléter ce que disait très justement Christophe, le Terre de Café, le réchauffement climatique, il faut se le remémorer et le comparer avec ce qui se passe chez nous en France pour que vous ayez une perception plus concrète de ce qui se passe. Chez nous, c'est effectivement 10 à 30 mètres par jour
en latitude la traduction du réchauffement climatique. C'est-à-dire que chez moi, dans l'est de la France, sur Besançon, on a le climat maintenant qu'il y avait sur l'Anse-Saunier, par exemple, ou presque Mâcon, il y a à peu près 25 ou 30 ans. Dans les pays producteurs, comme le disait Christophe, c'est des fincas qui sont abandonnés, des bénéficiaux qui sont abandonnés. C'est comme si vous imaginiez aujourd'hui que l'ensemble des terres à compter de ma région, entre 800 et 1000 mètres d'altitude, disparaissaient et qu'il fallait aller dans le Val d'Abondance, en Savoie, pour produire le lait dont les paysans auraient besoin. Donc en plus de ça, il faudrait en plus déloger les producteurs là-bas puis se battre avec eux. Donc l'enjeu aussi est très politique, est très stratégique, est très géopolitique dans ces pays-là. Et le réchauffement climatique en montée en altitude est une vraie catastrophe qu'il faut absolument effectivement tenter d'anticiper et tenter de mettre en avant pour vraiment avoir cette vision de ce qui se passe dans ces pays producteurs où ils sont obligés de monter de 300-400 mètres d'altitude et l'impact que ça peut avoir sur un flanc de montagne où effectivement plus vous montez, moins vous avez de surface arable, d'où l'importance des recherches sur le CIRAD par exemple. Un autre point qui est important, c'est effectivement cette notion de durabilité, de compréhension de toute la chaîne de la valeur. Chez nous ici, et ça vient d'être dit, beaucoup de torréfacteurs maintenant, et c'est tant mieux, vont en pays producteurs pour comprendre l'origine de la chaîne. Mais l'inverse doit être vrai aussi. C'est un peu ce que disait Alexandre en convainquant les producteurs. Les producteurs doivent être au courant de ce qui se passe au bout de la chaîne. C'est-à-dire pas seulement savoir comment on produit, comment on fermente le café, comment on travaille sur les sols, mais aussi comment on les torréfie, comment on les travaille sur les dernières 10 minutes de vie du café pour effectivement en faire un produit noble, un produit valorisable, parce que la valeur est aussi importante. Il est plus intéressant, vous l'imaginez bien, pour un pays producteur et pour un paysan de vendre un café torréfié qu'un café vert au départ. Et il faut quand même tenter aussi de convaincre, c'est ce que certains pays font, comme le Rwanda, comme l'Éthiopie aussi maintenant, de faire en sorte que une partie de la production soit valorisée en torréfaction pour comprendre aussi l'impact de la culture sur la torréfaction. Et ça, c'est quelque chose d'aussi fondamental. C'est un peu comme si, dans nos régions viticoles, on demandait aux producteurs de grappes de raisin de ne produire que des grappes et de ne pas s'occuper de ce qu'il y a dans la bouteille. C'est sur la valeur ajoutée de la bouteille que la valeur est faite et qui permet de donner de la durabilité aux paysans. Donc ça, c'est important d'avoir cette chaîne-là des deux côtés. Pour nous, torréfacteurs, être en pays producteur pour comprendre la culture du café, et aussi de l'autre côté, avoir cette notion d'expertise, leur montrer les standards de consommation européenne, sans être hégémonique ni donneur de leçons, mais leur montrer effectivement ce qui peut être amélioré. Il y a encore trop d'endroits où effectivement, j'avais l'exemple au Kenya il n'y a pas longtemps, où les femmes qui cueillent les cerises de café n'ont aucune idée de ce qui est fait avec les cerises de café. Elles ont parfois une couleur sur un vernis à ongles qui leur permet de cueillir la bonne couleur. Elles ne savent pas ce qui est fait avec les cerises de café. C'est important aussi de leur expliquer l'ensemble de la chaîne pour pouvoir valoriser au mieux le produit. Moi, je bois tous les paroles de mes collègues là. On a tout ça, mais il y a surtout un point aussi important, c'est que nous, les torréfacteurs, il faut aussi qu'on soit les ambassadeurs de ces producteurs auprès du consommateur. Voilà. C'est-à-dire que mon point de vue, là, on parle de chaîne de valeur, on parle de café acheté au juste prix, on parle de durabilité, mais c'est surtout nous, dans nos torréfactions, dans nos boutiques, dans nos ateliers, où il faut qu'on développe ces ateliers, ces masterclass, qu'il faut qu'on explique le travail qui est fait. Parce que s'il n'y a pas de marché, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de producteurs et tout ce qu'on vient de dire, ça tombe à l'eau. Donc voilà, c'est vraiment aussi, je ne veux pas dire que c'est plus important, ça fait partie des importances. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, nous, en tant que torréfacteurs et en France, il y en a un peu plus de 800. Et c'est pour ça aussi que le collectif milite de plus en plus vers un café de qualité et souhaite aujourd'hui de plus en plus communiquer auprès du consommateur. Voilà, donc c'est ça qui est important pour moi. Je ne voudrais pas qu'on ait dans l'idée, effectivement, qui est la durabilité à l'origine ou aux origines, et puis nous, qui buvions le café ici. En fait, on est tous interconnectés. Et les spécialistes de l'agroforesterie, des forêts, etc., confirmeront ce que je dis, peut-être pas exactement le rapport, mais il est 100 fois plus efficace de planter un arbre dans des pics tropicaux par la rapidité de la pousse et donc le carbone séquestré que de le planter ici. Donc la migration dont parle justement Vincent, la migration des zones de récolte, effectivement, elle a cet effet-là. On monte en altitude. On prend la place de quoi? Des pâturages en général, et les pâturages vont prendre la place de quoi? Des forêts sommitales.
Donc il y a un remplacement effectivement des cultures qui favorise la déforestation. La déforestation favorise quoi? Eh bien, les deux grandes données du dérèglement climatique, c'est-à-dire la hausse d'intensité en fait de la fréquence et de l'ampleur des phénomènes climatiques. Donc beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de chaleur, et avec une alternance sécheresse, pluie diluvienne. Vous avez compris, il n'y a pas eu d'eau pendant tout l'été et aujourd'hui on a des cèpes partout. Qui dit cèpe dit maladie cryptogamique. Donc c'est tout un complexe en fait qu'on peut voir, qu'on peut sentir sur la même planète. En fait, on est sur la même planète, donc il ne faut vraiment pas penser qu'il y a une durabilité à l'origine. Et ici, cette durabilité, c'est un engagement justement de tous les acteurs du café et notamment des consommateurs. Et soyez rassurés, en fait, il n'y a pas le choix. Ben, oui, c'est ça, en fait. C'est un équilibre qu'on doit tous chercher, en fait. C'est comme Hippolyte a dit, pour moi, c'est pas déconnecté, même si le monde il était coupé en deux pendant longtemps. Là, il n'y en a plus. Et il faut que ces hémisphères se comprennent mieux et se rassemblent mieux pour faire quelque chose pour les tout. On ne peut pas dire qu'au Brésil, il faut planter plus de forêts et faire plein de choses. Et ici, après, on ne s'engage pas non plus dans les côtés des torréfacteurs, des acheteurs, des consommateurs, à aussi prendre nos responsabilités dans nos impacts sur le climat, sur l'environnement économique, parce que c'est lié. Les gelées au Brésil, vous avez vu les prix, l'impact il est direct, il est ultra rapide, donc on sent, en tant qu'acheteur, on le sent ici aussi. C'est ça, il faut avoir cette conscience-là et cet équilibre-là. Et aussi, je pense que cette discussion, elle est complexe et parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change parce que les changements, ils prennent du temps. On parle de la nature, on parle de planter des arbres. Ça prend du temps à pousser. Donc, on prend du temps à voir ces résultats. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire ou dire ça ne sert à rien. De toute façon, la planète, elle va refroidir ou chauffer. Et il faut vraiment qu'on commence et qu'on attend et qu'on ait la patience et la confiance de voir ces résultats dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a une population dont on parle depuis tout à l'heure qui sont les consommateurs. Et vous, dans vos boutiques, qui êtes au contact de ceux qui achètent le café, justement, est-ce que vous sentez une prise de conscience par rapport à ces problématiques? Ou alors, sinon, comment vous communiquez autour de ces changements climatiques qui font évoluer la filière du café de spécialité? Alors ça, c'est une très bonne question. Mais je vais un peu calmer on est tous d'accord ici, je pense aussi, tout le monde est d'accord dans le public aussi pour dire qu'il faut changer les choses, etc. Moi, je vais donner un chiffre qui va calmer un peu tout le monde. Parce que quand on parle de durabilité, forcément, à un moment donné, on doit parler d'impact. 80% du marché mondial est tenu par 3 torréfacteurs mondialisés qui n'assument absolument pas leurs responsabilités en termes de durabilité. Absolument pas. C'est-à-dire quand ils en parlent, c'est des faux semblants, c'est encore des techniques de marketing, etc. Donc c'est bien là de planter des arbres, de faire tout ce qu'on fait, c'est formidable, faut le faire, hein, je suis d'accord Daniela, mais le changement, pour avoir un vrai changement un vrai changement, c'est-à-dire un changement radical sur les 10 années à venir de déconsommation. Donc est-ce que nous, pourquoi on a besoin d'organismes comme le collectif Café, c'est pour faire passer ces messages-là au grand public. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas très optimiste sur ce qui va se passer. Tant que les consommateurs achètent leur café dans les supermarchés, bientôt on aura du café de spécialité en supermarché. D'ailleurs, ça commence, il y a des initiatives locales, ce sont des cafés de spécialité qui ne sont pas durables. Il faut bien comprendre que la majorité des cafés de spécialité sont produits de manière non durable aussi. Donc là, on a des gens merveilleux, on fait tous notre travail, mais la responsabilité qu'on a, elle est, je ne sais même pas si on peut la tenir en réalité, il faut le faire quand même, mais tant qu'on n'a pas un message, un relais de ce message qui est beaucoup plus puissant, c'est des organismes comme nous, c'est l'État, c'est des initiatives individuelles, ce ne sera pas les labels, hein, même un cumul de labels, moi ça je n'y crois absolument pas. On a 15 labels sur un paquet de café, ça ne veut plus rien dire. Le consommateur, ça ne veut plus rien dire. Enfin, les initiatives, elles doivent être privées, des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises d'ailleurs
en croissance, toutes. Donc ça veut dire que le public, je reviens à la question, est réceptif à ça. De plus en plus de gens veulent savoir, veulent mettre du sens dans leur achat, veulent savoir ce qu'ils achètent, ce qu'ils mettent dans leur corps, veulent savoir comment on le transforme, parce que le café, en plus de ça, c'est un produit compliqué, on l'achète, il n'est pas fini. Donc moi, je suis très optimiste à ça. Quand je vois la jeunesse, je regarde mes enfants et leurs copains, ils sont mais obsédés par l'écologie, quoi. C'est un drame même. Quand je vois les gens aujourd'hui de 25-30 ans ont un rapport au monde qui est totalement différent de celui qu'on avait, ou même de la génération de 35 ans. Donc les choses vont très vite, mais on a besoin de relais. Sinon, clairement, on n'y arrivera pas. Et c'est pas que le café, hein, comme ça, hein, c'est toute l'agriculture en général, quoi. Oui, et je rebondis sur ce que dit Christophe. Pour moi, l'un des enjeux majeurs qu'a notre filière, que doit relever notre filière pour convaincre et pour adresser un message pertinent aux consommateurs, c'est la transparence. C'est notre capacité, au-delà des labels, parce que je ne veux pas forcément rentrer dans le débat label, pas label, peu importe. Je veux dire, un label vaut mieux que rien du tout, à la limite, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'un label a forcément une approche globale. Et nous, aujourd'hui, on doit répondre à des problématiques locales. Donc il faut qu'on soit capable de pouvoir adresser des messages de façon totalement transparente au consommateur pour le renseigner sur l'impact environnemental, sur l'impact social, sur l'impact économique de son achat, en fait, pour le convaincre, pour lui donner envie. Pour cela, je dirais qu'il faut à la fois lui adresser une information, mais aussi la mettre en contexte, qu'on soit capable, par le travail de nos équipes sur le terrain, par le travail de la filière sur le terrain, de pouvoir mettre en contexte l'achat du consommateur et voilà, le renseigner sur l'impact qu'il va pouvoir avoir, parce que c'est bien lui qui va choisir demain, il va arbitrer, il va décider de rémunérer ou non cette filière, de lui donner ou non un avenir. Et sur quel point, du coup, faudrait-il insister pour assurer une traçabilité aux consommateurs et être certain qu'ils sachent ce qu'il est justement en train d'acheter ? Alors, la traçabilité est un moyen. Tu voulais... Moi, je pense qu'il faut renseigner le consommateur sur l'impact environnemental et économique. Je pense qu'il faut choisir les informations qu'on lui adresse. Et clairement, il doit être informé sur, je dirais, les émissions de la filière dont est issu le produit qu'il est en train d'acheter, déjà premièrement, et la rémunération de cette filière, ainsi que sur l'ensemble des projets qui vont permettre d'accompagner la filière dans les enjeux qui vont permettre aux producteurs de pouvoir relever les défis du réchauffement climatique, notamment. Hippolyte, je te laisse... Oui, ben je suis encore une fois en ligne avec ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a un enjeu de traçabilité. Et dans le café, c'est crucial, comme dans beaucoup d'autres denrées alimentaires. Reconnaître 2 grains de café, c'est compliqué. Et donc, il faut renforcer justement cette capacité à certifier la traçabilité. Évidemment, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de système infaillible. Mais effectivement, c'est pour ça que moi je prône justement les certifications et le croisement de certifications, parce qu'effectivement, vous construisez un filet qui, en croisant justement les indices, etc., arrive à une garantie qui est bien supérieure que si vous n'en avez pas du tout. Ça, c'est la première chose. Et sur la transparence, effectivement, c'est de quoi parle-t-on ? Donc, l'avantage d'un label ou l'avantage de certaines démarches labellisées ou reconnues, c'est qu'on mesure. Et donc, Alexandre parle des émissions. Eh bien, comment mesure-t-on les émissions ? Avec quel système ? Il y a un Français qui a inventé le bilan carbone. Fantastique. Il est repris partout dans le monde. Eh bien, faisons le bilan carbone. Aujourd'hui, c'est accessible financièrement de chaque plantation, de chaque torréfacteur. Et c'est là qu'on va pouvoir progresser dans une filière. Et c'est peut-être une idée justement pour le collectif café, de faire un deal avec une agence de certification, enfin de bilan carbone justement, et de proposer ce service. Et vous allez voir que comme on est face à une réalité qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile
à appréhender, eh bien, il faut pouvoir hiérarchiser justement les priorités. Comment est-ce qu'on le fait? C'est pas au doigt mouillé, c'est pas avec sa bonne intention en disant je vais trier le gobelet, etc., qui est génial, mais grosso modo, on n'en a rien à faire, ça change pas du tout la face du monde. C'est au contraire en mesurant et en agissant, justement, une fois qu'on a les mesures, sur les paramètres premiers. Et l'autre point, c'est évidemment, parlons des cours du marché, parlons du mode de financement, parlons du prix payé. Et ça, il y a des pays qui sont plus ou moins capables dans leur mentalité d'accueillir ce genre d'informations. Dans les pays latins, on a toujours l'impression, quand on annonce un prix d'achat et un prix de vente, qu'on s'est fait plein d'argent derrière. Donc il y a une suspicion en fait sur le marché, alors que dans des pays nordiques, on fait du business et donc il est normal de faire une marge. La marge, parfois, chez certains consommateurs, c'est pris justement comme quelque chose de suspect. Alors que sans marge, il n'y a pas d'échange. Enfin, ça ne marche pas. Hippolyte, tu parlais de hiérarchiser des informations. Il y a quelque chose qui résonne avec l'histoire du café de spécialité, c'est qu'à la base, le café de spécialité, il est défini par un score. Est-ce que, d'après vous, et je vous pose la question un peu à tous, il faudrait aussi redéfinir ce qui définit justement un café de spécialité au-delà de son score et de son goût? Oui, oui. C'est la traçabilité, c'est la durabilité. Mais tout à l'heure, je disais que ça commence, les cafés de spécialité, les initiatives locales en grande distribution. Je pense que ça va se développer. Je pense que ce seront des cafés qui seront vendus le moins cher possible parce que c'est de la grande distribution et donc qui ne couvriront pas le coût d'une transition écologique. Et à partir de ce phénomène-là, je pense, doit mettre en place une nouvelle définition du café de spécialité qui doit inclure effectivement la durabilité. D'ailleurs, la définition du café de spécialité, en 20 ans, elle a changé. Avant, un café bio gradin du Pérou, c'était un café de spécialité. Aujourd'hui, c'est plus exactement la définition. Ça change. Il suffisait d'être bio pour être considéré et avoir un nombre de défauts réduit. On sait qu'il n'y a pas que ça. Au Pérou ou ailleurs, je parle du Pérou. C'est pas, et la définition change. Ouais. Pardon. Oui, je crois que c'est l'un des enjeux, mais Vincent est peut-être quand même le représentant en France de ce scoring et de l'association qui porte ce scoring. Pour moi, c'est un scoring de qualité. Mais évidemment, aujourd'hui, et on peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que les industriels au Brésil, un peu partout ailleurs, arrivent à faire du café couramment à 80, 82 points. Et donc le niveau du café, de qualité du café, a augmenté. Donc est-ce qu'effectivement pour dire il faut qu'on tire encore la qualité vers le haut ou il faut qu'on se démarque parce que quand même on est entre nous, etc., on va faire un café de spécialité à partir de 84 points et puis dire est-ce que c'est que sur des critères effectivement gustatifs, donc de dégustation, ou est-ce qu'il y a d'autres démarches dedans? En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 95% des producteurs de café des spécialités utilisent du glyphosate tous les jours dans leur plantation et que ça n'intéresse à peu près personne. Donc, sur le mode culturel, sur la rémunération, etc., en fait, c'est pas pris en compte. Pour moi, c'est que de l'histoire. Daniela, tu veux? Je trouve cette question presque philosophique aujourd'hui, quand on demande qu'est-ce que c'est un café de spécialité. C'est vrai qu'il y a... Quand ça a commencé, cette vague de café de spécialité, on avait, en général, dans le monde, pas du tout les mêmes volumes en café de cette qualité-là. Et c'était très bien pour pousser la qualité tous ces ans. Et il y a cette tendance de toujours vouloir augmenter la note. On va travailler sur les procès et on va faire des choses qui sont encore plus bizarres, différentes, qu'on n'a jamais vues et d'inédits. Mais c'est une question que je pose plutôt que je réponds. C'est est-ce que l'AISCA ou toutes les associations liées au café de spécialité, ils n'ont pas peut-être un intérêt à mettre une vraie question sur les modes de production, sur la durabilité, sur les transports de ces produits pour qu'ils soient encore plus spéciaux finalement. Parce qu'un café de spécialité, c'est un café spécial. Pourquoi il est spécial? Vincent, peut-être? Oui, même si je ne suis pas ici le tenant des dogmes et des règles de la numérotation, il faut bien se dire une chose, c'est que dès lors qu'on met en place une échelle
dès lors qu'on met en place un système de cotation, que ce soit avec nos gamins quand ils reçoivent une note à l'école pour une dictée ou un devoir de maths, vous créez toujours des déceptions, vous créez toujours des problèmes par rapport à cette échelle et comment elle est perçue. On n'oublie pas aussi que quand on parle d'échelle gustative et quand on parle de notes, on oublie aussi que dans la spécificité de la SCA, c'est qu'on note aussi les cafés verts, c'est-à-dire sur leur aspect, sur leur grade, etc., leur crible, leurs défauts, et aussi les cafés torréfiés avec le nombre de Quaker, le nombre de défauts, etc. Donc il y a 3 aspects sur la notation. Il ne faut pas aussi oublier que l'idée de cette notation, l'idée de cette grille avait pour ambition, et elle a pour ambition, de nous faire parler la même langue partout dans le monde. On l'a dit tout à l'heure, on est sur la même planète café, entre ces 2 tropiques du Cancer et du Capricorne. Et pour qu'on parle de la même manière entre les consommateurs, les torréfacteurs, les producteurs au Pérou, en Birmanie ou ailleurs, il faut effectivement créer une échelle, une langue commune au café. Et une langue commune, forcément, quand on la standardise, quand on veut parler des mêmes choses, des mêmes termes, eh bien, on nivelle certaines choses et on en oublie certaines spécificités. Mais il y a une chose qui est rassurante dans tout ça, c'est l'intitulé de la question d'aujourd'hui de cette sympathique conférence avec vous tous ici, c'est le goût. C'est-à-dire que ça ne ment pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les torréfacteurs qui sont là, tous les producteurs de café qui sont là, ont fait cette expérience de quelqu'un qui a l'habitude de boire un café de ce qu'évoquait Christophe, les 80% des torréfacteurs mondiaux, qui boit son café comme ça, qui est formaté avec ce goût-là tous les jours, et puis qui un jour franchit la porte d'un torréfacteur des 800 qu'évoquait David, et qui goûte un café de spécialité ou un bon café. Et il se dit, ah oui, c'est pas la même chose. Donc soyons rassurés par ça, soyons optimistes par ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose en termes gustatifs. Et on l'a fait, cette expérience-là, vous la ferez encore demain, vous la ferez ici dans ce magnifique salon. Et c'est important, le goût ne ment pas. Et il y a un bon café, effectivement, c'est aussi tout simplement un café qui fait du bien. Et même s'il n'est pas super scoré, même s'il n'est pas... Il y a une différence énorme entre un café travaillé par un torréfacteur et un café de spécialité, avec une torréfaction industrielle, avec un café de moins bonne qualité. Donc le goût est aussi un juge de paix fabuleux. Ce n'est pas un hasard s'il est associé à la durabilité, et il nous permettra encore, je l'espère, de faire vivre cette magnifique filière. Moi, je pense que le score, il est quand même à l'origine d'un grand changement qui est qu'on a fait évoluer, la filière du café de spécialité a fait évoluer les producteurs d'un monde de faiseurs de matières premières à un monde de produits agricoles de qualité. Et derrière le score, il y a cette idée de savoir-faire, cette idée d'épanouissement, cette idée de producteurs qui goûtent aussi leur café. C'est aussi tout ça qu'a prôné la filière du café de spécialité. Ça a été à l'origine, parce que bon, bien évidemment, après, il y a eu des dérives, mais ça a été la traçabilité maîtrisée, choisir avec qui on travaille, se rendre dans les plantations, déguster du café avec les producteurs, et donc les rendre fiers de leur travail. Et la conséquence de tout ça, ça a aussi été dans la rémunération des producteurs. Donc je crois que cette notion de qualité, de score, elle a été vachement importante parce qu'on est rentré dans un produit de gastronomie de qualité et on a fait entrer les producteurs de café dans une nouvelle ère. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bah oui, évidemment. Aujourd'hui, évidemment, on doit intégrer dans le café de spécialité des critères environnementaux, de durabilité environnementale, des critères sociaux, et pour une bonne et simple raison, et une seule. Il n'y en aura plus sinon. Est-ce que c'est un constat qui est partagé justement par tous? Oui. Ah oui. C'est une question de temps, hein, c'est tout. Si on ne fait rien, il n'y aura plus de café. Il n'y aura peut-être plus d'humains non plus. La Terre, elle sera là, hein, mais il n'y aura plus grand-chose. Ouais. Justement, en termes concrets, est-ce qu'il y a des exemples concrets justement de régions du monde qui aujourd'hui ont vu leur production de café disparaître? Ah ben, y a un super exemple qui est l'exemple peut-être pour moi le plus intéressant sur le plan du changement climatique et du changement de la filière du café, c'est le Panama. L'histoire du café au Panama, hein, c'est un tout petit pays qui jouit d'une réputation peut-être la plus mauvaise ou dans le top 10 des plus mauvaises réputations mondiales sur l'image de leur pays. Et puis, vous connaissez sans doute l'histoire, hein, ils ont
vu à un moment qu'un Américain avait vendu du café panaméen à la place du Kona. Alors, ils se sont dit, merde, en fait, notre café peut être vendu à ce prix-là et au niveau d'un café de Kona qui, pour eux, représentait le Graal parce que la plupart de leur famille avait émigré aux États-Unis. Et donc, ils percevaient le Kona comme ça. Et ils se sont dit, bon, bah, si notre café atteint cette qualité et peut se vendre à ce prix-là, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Il faut que ce soit nous à le vendre. Et donc, tous les producteurs les plus connus aujourd'hui, du Best of Panama, etc., ils se sont rassemblés, ils sont allés se former aux États-Unis, ils ont appelé Willem Booth, qui est un consultant star du café. Ils ont passé tous les diplômes de la SCA, le Q-Grader, etc., pour comprendre ce qu'ils produisaient. Donc, ce que disait Alexandre, être fier justement de ce qu'ils produisaient. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans tout ce groupe-là et dans toute leur amitié locale, et c'est ce que dit Villefort de la Mastus de la Finca Elida, c'est qu'il dit, mais moi, grosso modo, mes grands-parents avaient cette ferme à 1008, 1009, 2000 mètres d'altitude, mais j'étais avec des copains qui avaient une ferme à 1006, 1004, 1002. Eux, ils font plus de café. Ah, moi, je suis la star mondiale, simplement parce que je suis à 400 mètres de plus que les autres. Et la caféiculture du Panama, elle est complètement ravagée sur le Catuaí en termes de grande production, parce qu'elle ne résistait pas au coût, et parce que le Panama, eh bien, vous savez qu'il y a sur la mer des Caraïbes, la mer la plus chaude du monde pratiquement, et donc va connaître, et est en train de connaître justement le réchauffement climatique le plus violent qui soit. Donc, El Sirad travaille là-dessus sur un pays voisin, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans au Panama, il va faire 50 degrés, 55 degrés. Et donc, on le voit, sur des parcours qui font rêver tout le monde, on voit la précarité en fait de ce modèle-là et la rapidité en même temps de ce modèle-là et de ce qu'a fait justement l'ASCA, le scoring, en disant ah ben voilà, aujourd'hui j'ai ça. Quand je parle à Villefort de méthode agricole, la première chose qu'il me dit à l'américaine, c'est ok, mais combien de points ça va me faire gagner? J'y mettais déjà à 88 points, 98 points, qu'est-ce que tu en as à faire? Eh ben non, c'est le scoring. Malheureusement, l'heure qu'on avait prévue ensemble touche bientôt à sa fin. Et pour conclure en fait sur ces enjeux de goût et de durabilité, je voudrais laisser la parole à toi, David, qui a une place privilégiée en fait justement sur le dynamisme de cette filière du café de spécialité en France, pour que tu nous donnes ton ressenti global finalement sur ce qui se passe du côté des torréfacteurs présents ici au salon. Sur ces enjeux du goût et de la durabilité. Aujourd'hui, il y a eu réellement une prise de conscience qui a été prise par une majorité des torréfacteurs français. On le voit, hein. Moi je me suis baladé pas mal en province cette année, aller à la rencontre de nos adhérents qui ont justement passé d'achats de café de commodity à des achats de café de spécialité, de qualité, hein, avec différents labels. Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience qui est faite et on a un changement qui... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement qui se met en place. Voilà. Donc, voilà ce que je peux en dire. On parle toujours de 4% du marché français, quand d'autres pays sont déjà sur des marchés à 2 chiffres. En tout cas, nous, les 2 chiffres que l'on a, c'est depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on voit quand même que ce café de qualité progresse bien, mais progresse grâce aussi aux initiatives de nos différents importateurs, aux initiatives de tout l'ensemble de la profession, les acteurs, des torréfacteurs, mais aussi les coffee shops et aussi nos amis les baristas aussi, qui défendent de plus en plus ce café de qualité. Donc, même si comme le disait Daniela, c'est long, comme le dit aussi Christophe, comme d'autres, mais en tout cas, il faut qu'on continue à promouvoir ce café de qualité. Et en tout cas, c'est aussi le rôle du collectif. Et le rôle aussi parce que tout à l'heure Hippolyte parlait de David, mais le collectif ne repose pas sur David. Le collectif repose sur beaucoup d'acteurs du marché de café de qualité, et ils sont presque tous autour de la table, hein. Je reprends ton expression, même si on n'est pas autour de la table, voilà, mais ils reposent aussi sur une majorité de torréfacteurs français. Aujourd'hui, par exemple, on a régulièrement de nouveaux adhérents
hein, des néo-torréfacteurs qui souvent, je plaisante avec Christophe, je dis tu es un de mes modèles. Alors il me dit arrête. Mais comme Hippolyte aussi, comme Alexandre, comme Vincent, je veux dire, moi, à la base, je suis pas, comme Daniela, pardon, excusez-moi, Daniela, j'aurais dit Daniela. Moi, à la base, je suis pas un homme produit, je suis un homme de développement, voilà. Donc, en tout cas, avec tout ce que je viens d'entendre au jour d'aujourd'hui, je suis pas rassuré à 100%. Non pas par mes interlocuteurs, au contraire, voilà, mais c'est à nous de prôner le café de qualité. C'est à nous aussi, au sein du collectif, et de plus en plus en partenariat avec la SCA France, comme le disait Vincent, de faire la propagande. Je me souviens, on parlait du Comité français du café. Le Comité français du café a été créé dans les années 47, juste après-guerre, justement pour faire la propagande du bon café. Et bizarrement, 60 ans après, on parle de la même chose et on réactualise, mais il n'est plus question pour nous de faire marche arrière. Et aujourd'hui, c'est vraiment défendre les intérêts des producteurs, les intérêts de chacun de toute cette chaîne de valeur. Il y a Marie-Hélène qui me fait un signe. Donc, en tout cas, moi, je voulais te remercier, Stéphane, aussi, d'avoir animé cette conférence. Tu fais partie aussi des belles rencontres, voilà. Et en tout cas, je suis content de compter un ami en plus dans ma liste de contacts. Plaisir partagé, David. Je vous remercie à tous pour votre écoute et vous aussi autour de cette table pour votre participation et votre sincérité. Je vous souhaite à tous un excellent salon et je souhaite aussi un excellent week-end à ceux qui nous ont écoutés depuis chez eux sur les pages des réseaux sociaux du collectif Café, Facebook et Instagram, où vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de cette conférence. Merci à tous.